Bonjour Hugo, très contente de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, on va parler aujourd'hui d'OLTP et de bases distribuées et on va en profiter aussi pour faire un petit retour sur les concepts, hein, OLAP versus OLTP. On va essayer d'expliquer les grandes différences, mais en tout cas, voilà, merci de te prêter au jeu de cette interview. Bonjour Stéphane, merci à toi de m'avoir ici. Voilà, je me présente rapidement, donc Hugo Polio. Je travaille dans la IT depuis pas mal de temps, on va dire. J'ai commencé chez Oracle comme DBA il y a environ 20 ans. Et puis voilà, j'ai évolué ma carrière à travers la connaissance de la data en général, intégration de données, système d'analytique, etc. Et aujourd'hui, je travaille chez GoCoach Labs et je suis le directeur des avant-vente pour le Sud-Europe et l'Allemagne. Bon, en tout cas, merci. Donc, on va voir Cockroach. Alors, Cockroach, pour la petite histoire, il y a une histoire derrière, hein. Tout à fait. Le nom d'un petit animal qu'on n'aime pas forcément toujours voir chez soi. Ouais, tout à fait. C'est en français, voilà, c'est cafard. Donc, quand on pense à un cafard, c'est pas une image, on va dire, du paradis qu'on va avoir dans la tête immédiatement. Ouais, Mais si tu veux, la raison de ce nom est reliée forcément à un aspect intéressant de la nature, c'est-à-dire la nature s'équipe toujours pour être résiliente. Et les cafards, effectivement, ce sont des insectes qui ont une extraordinaire capacité d'être résilients. Et donc ça a inspiré le nom de la technologie qu'aujourd'hui on propose, parce qu'un des aspects importants, voilà, de CockroachDB, c'est justement la résilience. effectivement, c'est ça. Eh bien, écoute, on va voir un peu les premiers aspects, les fondamentaux, en fait, hein, OLTP versus OLAP. Et tu vas nous rappeler un petit peu les concepts, en fait. Avec grand plaisir. Alors, écoute, tu peux passer sur le slide suivant, tu vois, tu as le Ah, petit d'accord. curseur, voilà. Comme ça, tu es maître du flux. Alors, oui, là, j'ai voulu faire une petite comparaison entre les systèmes OLAP et OLTP, juste pour donner un peu le contexte de pourquoi une base de données distribuée a du sens, surtout dans le domaine OLTP, et expliquer un peu, voilà, quels sont les axes principaux sur lesquels on réfléchit quand on monte un système, on monte une application. Donc, on le voit bien dans le schéma sur le haut. Le OLAP, il est dédié à tout ce que sont les applications sur l'analyse du business, donc les business data warehouse, par exemple, tandis que le OLTP est plutôt orienté à servir et à fonctionner pour les process business. C'est ça. Et voilà, là, j'ai fait une petite comparaison en termes de principales différences sur les deux catégories. Mais je pense que c'est intéressant, voilà, se pencher un moment sur les exemples d'applications, parce que ce qu'on peut noter tout de suite entre OLAP et OLTP, c'est que OLAP, en termes de typologie d'application, s'adresse surtout et principalement à des clients internes à l'entreprise. Ce sont les analyses de business, les analyses de data, voilà. Tandis que l'OLTP, premièrement, ce qu'on peut noter, c'est plutôt segmenté par rapport aux industries. Une plateforme d'e-commerce, ce n'est pas forcément ce qu'une banque recherche. Un système de paiement, c'est différent par un système de ticketing, etc. Donc, une grosse différence qu'on peut noter ici, c'est que l'OLTP, en effet, ce sont des applications et des systèmes qui s'adressent au client final. Et donc, par conséquence, l'aspect de la customer experience, comme ils disent les Anglais, est énormément importante parce que c'est là qu'on mesure la qualité des services d'une entreprise. Ouais, c'est ça. Le Voilà. système doit répondre selon les attentes des clients. Donc, l'aspect des attentes est vraiment important. Donc, il faut que ce soit stocké rapidement. Il faut qu'on puisse extraire l'information et pas bon, le plus rapidement possible, mais c'est pas forcément sa fonctionnalité première. C'est stocker rapidement et être disponible 24/7. Tout à fait. Et un des aspects importants, c'est que par sa nature, un système LTP se base sur des relations. Donc, si tu vas analyser le data model dans un LTP, prends par exemple les factures avec les lignes de facture, effectivement, il y a une relation, c'est le code de la facture, l'identifiant de la facture, et puis fortement, ces relations, elles sont propagées dans le système. Donc, ça te dit naturellement que le langage SQL, donc le Structured Query Language,
c'est le meilleur langage que tu peux utiliser pour exploiter les données et les manipuler. Ouais, effectivement. Ben, ça je crois que ça a été inventé dans les années 60, hein, le SQL, ou peut-être un tout petit peu plus tard, et on voit que 40, 60 ans après, ben, c'est toujours, d'actualité, et vraiment d'actualité. Parce Tout à qu'on fait. on a vu que tous les systèmes qui n'ont pas respecté, vraiment le SQL n'ont pas eu de succès. Je pensais notamment à Hadoop, par exemple, où, il y a eu des tentatives de SQLisation d'Hadoop, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc SQL reste une valeur sûre, et qui est là pour rester, à mon avis. Tout à fait, et je ferai une petite comparaison, entre, SQL et NoSQL. NoSQL, c'est quelque chose d'extraordinaire comme technologie et comme, outillage pour exploiter les données. Mais il faut bien comprendre les différences parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de faire, ce qu'on voulait faire sur de l'OLTP avec de NoSQL, et ça se passe pas forcément bien. Ouais, c'est pas dessiné, Non, c'est pas conçu, pour. Donc, l'OLTP, c'est du transactionnel. C'est effectivement comme tu l'indiques dans les types de transactions, c'est des messages, qui sont plutôt courts, nombreux, voilà, donc il y a cette histoire de volume. On peut peut-être l'illustrer par une application, tu sais, c'est les call data record dans les telcos. Chaque fois que tu appelles, il y a un log, et ben ça rentre dans des bases, transactionnelles. tout à fait. Et si je prends l'exemple, le premier que je vois, le e-commerce, les caractéristiques que tu peux penser, c'est que tu as une forte concurrence de transactions qui vont se passer. Si tu prends un site d'e-commerce, je peux avoir plusieurs clients au même instant qui sont en train de faire des achats. Et donc, les quantités, par exemple, que j'ai dans mon dépôt vont diminuer rapidement. Donc, quand je prends des commandes, je dois être toujours en condition de garantir que si je te vends un produit, c'est parce qu'effectivement, il est dans le dépôt. Et si j'ai des achats particulièrement intense sur une catégorie de produits ou un produit en particulier, je risque de ne plus avoir de pièces dans mon dépôt et donc de prendre des ordres qui en effet ne sont pas couverts. Ouais. Et ça, c'est un aspect très important. Imaginons par exemple le Black Friday ou juste avant Noël, je vais faire mes achats, je pense que j'ai acheté quelque chose, en effet, ça ne s'est pas passé comme ça parce que le système n'est pas capable de garantir l'intégrité, la consistance et la cohérence des données. Et c'est vraiment ça le besoin que l'OLTP a. Et voilà pourquoi le SQL, par exemple. Tout à fait. Alors, on va voir que des OLTP, on en a tous en tête, hein. Je pense à une base comme, Postgre, tout le monde connaît, mais tous les OLTP ne sont pas conçus de la même façon. Tout à fait, tout à fait. Il y a des différences profondes et je dirais qu'il y a pas mal de différences que se sont mises en évidence, surtout dans les dernières années, parce qu'on a vu une sorte d'évolution des applications notamment et forcément de tous les composants qu'il y a autour d'une application. Très bien. Eh bien, écoute, je crois que sur le slide suivant, on commence à aborder, cette évolution. Tout à Voilà, fait. effectivement. Ouais. Alors, qu'est-ce que la différence pour introduire un peu l'idée de comment on a eu cette évolution, j'ai souhaité faire une comparaison entre un système centralisé et un système distribué. Alors, tu me permettras un peu voilà, d'amusement sur ça, Stéphane. On est à la fin de l'été, donc on a passé peut-être un peu de vacances à la mer. Et récemment, je parlais avec mon beau-père à propos de qu'est-ce que je fais, de mon job, en bref. Et j'essayais donc de comparer ce que je fais et ce que je vends avec des moteurs, tu vois, hors bord de Zodiac qu'on voit ici, D'accord? pour lui faire comprendre, parce que lui, il a une forte expérience dans ce domaine-là. Et je lui dis, c'est comme si tu as un moteur hors bord et tu as un Zodiac avec 3 moteurs hors bord. On sait très bien que premièrement, quand tu es dans la mer, c'est la sécurité importante. Donc, tu dois toujours faire de façon que tu n'as pas de panne. Donc, la redondance des systèmes est importante. Et c'est pour ça qu'on a 3 moteurs ainsi qu'un. Donc, si tu perds un moteur, si un moteur est en panne, etc., tu peux continuer à naviguer. Ça, c'est l'aspect le primaire, le plus important. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, si j'ai un moteur de 100 chevaux et j'ai 3 moteurs de 350 chevaux, j'ai une différence de puissance importante. Et c'est pas la même chose qu'avoir un moteur qui est la somme des 3. C'est exact. Donc, pourquoi? Parce que c'est plus simple à gérer, c'est plus léger, les 3 sont plus petits, la puissance globale est conséquente et surtout, je stresse pas les 3 moteurs. Un niveau de puissance moyenne sur les 3 va être toujours bien toléré, bien accepté par la mécanique et les systèmes, tandis qu'un moteur, tu peux arriver facilement peut-être à le stresser. Ouais, tout à Donc fait. ça, ce sont
les différences et les avantages. Et les mêmes choses, on peut faire cette analogie sur les bases de données et sur les applications distribuées. Une application distribuée a l'avantage justement de pouvoir faire confiance à plusieurs éléments, plusieurs nœuds notamment, et donc être tolérant, par exemple, être tolérante à des pertes de nœuds. Par contre, il y a des choses à prendre en compte. La comparaison que je faisais, c'était aussi pour mettre en évidence comment ils font se pencher vis-à-vis d'un système distribué, parce qu'il y a des complexités à gérer. Tout banalement, en continuant mon analogie avec l'électromoteur du Zodiac, si tu tournes ton gouvernail, tu dois avoir que les trois moteurs répondent de façon synchrone et qu'ils vont tous dans la même direction. Exact. Autrement, tu n'es pas capable de gouverner ton bateau. Le nombre de tours des hélices et donc la puissance que tu vas avoir doit être la même sur les trois, sinon automatiquement le bateau il va être tenté, on va dire, d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Donc il y a des aspects de synchronisation que sont très importants et que sont pas forcément banals, je dirais, parce que c'est vraiment le point sur lequel l'optimisation et la performance du système va répondre. Alors, l'image est belle parce que là, effectivement, on voit bien le monomoteur et puis les risques associés. Si ça tombe en panne, bon, bah, terminé, voilà, il faut trouver une alternative. Alors, l'image des 3 moteurs côte à côte, elle est, belle et simple, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours simple comme ça parce que les moteurs, ils peuvent être vraiment distribués sur dans des endroits géographiques très différents avec le réseau au milieu. Et on sait bien souvent que c'est le réseau, l'élément faible, ou très souvent, c'est là aussi que ça peut nous jouer des tours. Donc, l'image est belle et simple, mais derrière, il y a une vraie techno compliquée, en fait. Tout à fait, parce que si on fait le parallèle avec une application, et aujourd'hui d'applications distribuées, on en voit de plus en plus. C'est comme si moi j'avais mes moteurs, un au port de Nice, un autre à Nantes et un autre par exemple à Marseille. Donc les coordonnées, ça devient effectivement compliqué. Heureusement, la technologie, si on retourne un peu sur le monde de l'IT, aujourd'hui nous aide parce qu'on a des caractéristiques aussi sur le réseau qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Mais c'est justement, tu fais bien de le souligner, un point important. Donc, il faut savoir comment gérer surtout la latence au-delà du débit, parce que c'est un aspect très important, surtout si on pense que on s'adresse toujours au client final. Et moi, je souhaite, aujourd'hui, nous, statistiquement, on est habitué à des réponses qui sont dessous quelques secondes. Et ça se traduit sur les systèmes informatiques en millisecondes. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a des attentes vis-à-vis des systèmes demanding, comme diraient les Anglais, très forts. Ouais. D'accord. Donc là, je vois, il y a plusieurs catégories, en fait, des points d'attention, en fait, qui te permettent de comparer la complexité d'un système distribué versus un système, je dirais, base de données classique. Oui, voilà, la comparaison que j'ai faite, je l'ai évidemment contextualisée sur les bases de données, et on peut remarquer effectivement que l'idée aujourd'hui, si tu veux, on peut dire aussi que les applications aujourd'hui vont de plus en plus vers du distribué. C'est l'innovation qu'on a apportée dans les derniers 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, on voit des stacks d'applications qui sont complètement, par exemple, containerisés avec des microservices, parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Et par définition, si j'utilise des nœuds dans container, c'est parce que je souhaite avoir une tolérance aux fautes et un système qui est toujours capable de fonctionner, qu'il est scalable au cas où j'ai besoin de faire ça. Si je reviens à l'exemple de l'e-commerce et je vais sur mon site pour faire des achats et c'est le Black Friday, évidemment, on ne sera pas 10 en termes d'utilisateurs, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et je dois répondre donc à cette demande très forte. Donc, je dois être en condition de scaler le système très rapidement. Voilà, c'est ça. Ce que je vois sur une application, par reflet, ça se passe exactement sur la base. Il y a un élément important, on le sait tous, mais parfois on ne se le dit pas. La base de données, c'est où je fais la persistance des événements de business, de mon business. Donc, c'est un composant fondamental de l'application. Sans la base, je n'ai pas de business. Donc, je dois répondre avec les mêmes attentes du stack de l'application. On est d'accord. Et c'est un vrai métier de performance, de sizing. Ça s'improvise pas vraiment, en fait. Non. Et là, je sais que c'est une technologie qui a été maturée et réfléchie. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu l'histoire, effectivement, de pourquoi Cockroach, finalement? Tout à fait. Alors, pour faire ça, voilà, on a mis ensemble un peu
si tu veux, l'histoire de l'évolution de l'SQL et de NoSQL dans les derniers 40 ans, en bref, parce qu'on part à la fin des années 90, où on avait des bases comme Oracle. Moi, j'ai travaillé chez Oracle, en très bon système. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des déploiements importants parce que ça a été un des systèmes qui a mieux répondu aux besoins des entreprises. Et avec Oracle, tu as du Postgre, tu as du MySQL. Tous ces systèmes ont démontré, et ils étaient valables jusqu'à quand on a parlé d'applications avec la scalabilité verticale, ce qu'on disait dans quelques slides avant. Donc, la possibilité d'ajouter des ressources compute, et tu fais le boulot, quoi. Le problème, c'est que on a tout de suite vu quelles étaient les limites. Au-delà d'une certaine capacité, tu peux pas aller. Et on a aussi vu que le data model SQL, parfois, était compliqué à gérer dans le sens que tu devais faire des arrêts sur l'application pour pouvoir faire de la maintenance, pour pouvoir faire des évolutions de l'application. Et ça posait des problèmes en termes de continuité du business, encore une fois. Ouais, d'accord. Donc, il se passe que dans 2009, AWS, Amazon annonce le cloud et en général, l'idée des services packagés, donc du SaaS et de l'infrastructure as a code, principalement. Et là, on est face à un monde où tout ce qui était compliqué hier devient immédiatement, on va dire, assez simple à gérer. Si j'ai besoin de compute, c'est plus physiquement mettre ensemble des ressources et faire des installations de logiciels, etc., au système opératif. C'est vraiment des lignes de code, des API pour pouvoir monter, par exemple, des virtual machines. Ça a bouleversé complètement la façon de consommer donc de l'IT. Et avec ça, forcément, l'aspect des systèmes distribués s'est fait fortement présent. Et c'est là qu'on a vu la naissance, par exemple, de systèmes distribués NoSQL comme MongoDB, Cassandra, etc. Et là, on voit apparaître NoSQL. Donc, le NoSQL, d'un côté, répond certainement à tout ce qui sont les aspects de la distribution dans le système distribué, mais d'autre côté, répond aussi à un besoin que l'SQL avait du mal à couvrir, on va dire. Toutes les fois que le data model n'est pas forcément compliqué et plutôt simple, je n'ai pas besoin de mettre toute une structure ensemble. Oui. Et si on pense au time series, et si on pense aux télémétries, si on pense à la messagerie, tout cas d'usage où effectivement le data model est assez simple. Et si je veux faire des évolutions, ce n'est pas très compliqué. Et surtout, mes messages, par exemple, peuvent avoir une structure qui change dans le temps. Et si j'essaierais de faire le reflet de cette structure sur un SQL, ça serait compliqué. Par contre, avec un NoSQL, c'est très simple. Alors, je précise que No, c'est pas No comme nom, mais c'est Not Only. C'est Not Only SQL. Exactement, tout à fait. Et donc, on a commencé à voir des utilisations importantes et conséquentes du NoSQL. Mais là, si on se rappelle pour un instant de ce qu'on disait avant avec l'OLTP, où tu as le besoin de la garantie de la cohérence, de la consistance, de l'intégrité des données, et on parle d'ailleurs sur le monde des bases relationnelles de strong consistency, c'est-à-dire la capacité de garantir tes transactions quand tu as une forte concurrence, le NoSQL a du mal à répondre en général à ce type de besoin-là. Ouais. Parce que c'est plutôt une eventual consistency, c'est-à-dire fais-moi faire mon boulot et à la fin, je te dirai combien de pièces sont restées dans ton dépôt. Ouais, d'accord. Je peux pas le faire, tu vois, en cours. Et ça répond pas forcément aux besoins d'entreprise ou ça pose des soucis sur les applications importants. Ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? L'adoption de NoSQL monte, les éditeurs du cloud fournissent des bases dans leur cloud, donc Aurora, RDS, CosmoDB, CloudSQL, etc. Mais si on fait une analyse, en effet, ce sont tous des bases qui ont été, on va dire, entre guillemets, cloudifiées. C'est du Postgre, c'est du MySQL, c'est du SQL Server qui ont été portés dans le cloud et managés comme service pour les clients. Et ne sont pas forcément distribués comme le sont, par exemple, le Mongo ou le Cassandra. Donc, on se retrouve avec effectivement un gap. On a du distribué, mais c'est NoSQL. On a de l'SQL, mais il n'est pas distribué. Ouais. Et c'est ça, si tu veux, l'origine de la naissance de la catégorie distribuée d'SQL et de CockroachDB.
D'accord, donc Donc, c'est du native cloud, avec cette idée de performance OLTP, dès le départ. tout à fait. Une petite remarque importante, quand on parle de cloud native du côté CockroachDB, on ne veut pas dire que CockroachDB est disponible que dans le cloud. Une bonne partie de nos clients, ce sont des banques, et on sait très bien que les banques ont encore des environnements, ont des environnements on-prem importants, pour des très bonnes raisons. Et donc, CockroachDB, tu peux le déployer on-prem et tu peux le déployer dans le cloud. Ce qui est intéressant à savoir, qu'en effet, tu peux avoir un cluster, une base de données distribuée, qui est aperçue comme si c'était une seule base logique, autant sur on-prem que dans le cloud. Et D'accord, les deux parties, tu les verras comme si c'est une seule base, si c'est le déploiement que tu souhaites. d'accord. Donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que, alors, Cockroach a quand même 10 ans de recherche et développement sur les bases distribuées. Donc, on a fait, on va dire, on a capitalisé sur l'expérience de ces 40 ans que sont passés. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que dans les derniers 12-18 mois, la catégorie distribuée de SQL commence à remonter de plus en plus. Mmh. C'est pas étonnant si tu y réfléchis, parce qu'en fin des comptes, on a distribué les applications avec la containerisation, surtout. Le cloud, évidemment, ça met en évidence l'aspect de la distribution et donc la simplicité sur laquelle tu peux travailler dans ce sens. Le composant qui manquait, c'est effectivement la base de données. Ouais, d'accord. Alors, tu parlais du côté hybride qui pour moi est très, très important parce que et tu parlais de banques, donc enfin un milieu que j'ai un peu fréquenté. C'est vrai que ces grands comptes ont, le réflexe de base d'essayer de trouver des solutions qui tournent, et on-prem et dans le cloud et le fait que, Cockroach soit disponible, ben, des 2 côtés, je crois que c'est quand même très important. Est-ce que tu ne crois pas qu'il faut se préparer à une décloudification, en fait, ou un retour dans on-prem pour certains use cases? Alors ça, c'est une très bonne question, Stéphane. Je dirais que il faut un magicien pour donner la réponse. Mais je peux te donner des exemples intéressants. Alors, grosse banque européenne, et comme beaucoup de banques européennes, c'est un de nos clients, ils ont approché l'idée de l'innovation et de l'exploitation du cloud, euh, carrément en créant une nouvelle banque. Ouais, d'accord. Donc, ils ont créé une banque digitale où ils sont en train d'expérimenter toutes les technologies, y compris ils ont expérimenté Cockroach, parce que tout ce qu'ils apprennent là, c'est vraiment une entité pilote, on va dire, aura un reflet sur l'existant qu'il est là depuis 80 ans, tu Ouais, vois. d'accord. Donc, pas tout va être reporté sur l'existant et particulièrement en on-prem, mais c'est une bonne comparaison pour, on va dire, comprendre vraiment tout ce qui a été fait sur la banque digitale qui est principalement dans le cloud ou uniquement dans le cloud et comprendre qu'est-ce qu'on va rapporter dans le cloud et qu'est-ce qu'on va retenir plutôt en local. Ouais, Je d'accord. dirais qu'un aspect intéressant de cette évolution, c'est qu'il y a certainement une chose qui s'est passée qu'on voit aujourd'hui. Qui reste on-prem souhaite en tout cas créer un cloud privé. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Parce le club que privé. la, la, la plus-value du cloud, ça a été de démontrer qu'on pouvait rendre comme un service l'IT en général. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, voilà, c'est une valeur fondamentale de pouvoir être, installé on-prem et dans le cloud et ça, c'est, je pense que c'est un critère qui peut être, qui devrait être retenu comme critère numéro un déjà dans le choix d'une solution. Au-delà des performances de son côté distribué, je crois que c'est quelque chose de très important. Et puis je pense aussi, tu sais, on vit dans un monde, voilà, le monde de la technologie qui évolue en continuation et il n'y a pas de vrai ou faux. C'est vraiment, on s'adapte à ce qui se passe dans le temps et on change en fonction de qu'est-ce que la technologie nous propose et la pertinence de la technologie, évidemment, au cas d'usage et aux besoins. D'accord. Alors, tu sais que je creuse aussi beaucoup les sujets, OLAP et analytiques dans ces émissions ou même dans les meet-up, que l'on peut organiser. Donc, Cockroach, c'est très teinté OLTP et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois de cette, pas de cette fusion, mais de ce rapprochement entre, l'OLAP et l'OLTP? Comment tu vois les choses? Alors, je vais te donner un point de vue que peut-être sera, on va dire, un peu âgé, mais
Alors, je pars premièrement d'un principe, et on le disait avant quand on fait une sorte de classification des applications. Un OLAP a toujours besoin d'un OLTP. Oui, c'est C'est vrai, pas, c'est le point de départ. c'est tout à fait le point de départ. C'est pas dit le contraire. Euh, et donc, le mieux qu'on peut faire sur un LTP, c'est d'être capable d'alimenter des systèmes OLAP, on va dire. D'accord. L'autre aspect, c'est qu'un OLAP, on parle d'OLAP, mais en effet, derrière, tout du moins quand moi j'ai passé une bonne partie de mon expérience professionnelle sur ce monde-là, et aujourd'hui c'est vrai aussi, même si c'est un peu caché, on va dire la couche au-dessus rend les choses un peu plus simples pour ce qui est vers les moteurs, on va dire. Mais tu as le OLAP relationnel et par exemple le OLAP multidimensionnel, qu'on appelait ROLAP et MOLAP. Et d'ailleurs, je l'ai reporté sur un de mes slides. En effet, ce sont deux besoins différents parce que le relationnel répond à un besoin de mâcher des données assez rapidement, de faire des transformations pour fournir des nouveaux éléments d'agrégation de données, de métriques pour faire des analyses. Et le MOLAP, donc le multidimensionnel, c'est plutôt statique, c'est plutôt dédié à des grosses volumétries de données où mon but, c'est de faire de fortes corrélations entre les données pour comprendre effectivement quelle est la dynamique des événements business et comment les corréler entre eux. Ouais. Et je dirais que la partie relationnelle a un aspect intéressant où ce qui est changé, c'est la rapidité, la fréquence. Aujourd'hui, c'est assez fréquent et on va dire c'est commun de parler de data warehouse ou d'analytique en real time. Donc, tu t'attends qu'effectivement, tu es capable d'avoir des éléments d'analyse rapidement. Et dans ce sens-là, une base SQL, une base distribuée SQL peut apporter de l'avantage et des réponses. Ouais. Le point à ne pas oublier, c'est effectivement le raccrochement avec la partie, on va dire, finale d'un système analytique qui est alimenté par ces systèmes-là. D'accord, ok, très bien. Mais écoute, je pense que c'est des domaines qui vont encore évoluer parce on a la chance de travailler dans des domaines qui sont en pleine ébullition. Mais en tout cas, merci pour ce petit tour d'horizon OLAP versus OLTP. Et si on veut te contacter, tu as préparé en fait Tout à fait. voilà, qu'on n'hésite pas à te joindre si on a besoin d'informations sur cette base distribuée. Alors, on a décidé de faire un épisode court, on en est déjà à 28 minutes, et donc il y a pas de session purement technique, mais on va peut-être prévoir un zoom plus particulier sur la technologie CockroachDB dans une émission numéro 2. Voilà, s'il y a un intérêt pour ce petit bijou qui est CockroachDB. Merci beaucoup, Stéphane. Tout à fait. On pourra monter une petite démo et faire voir effectivement comment ça se passe avec Cockroach pour donner un peu, la possibilité d'un clin d'œil sur la technologie. Bon, bah écoute, à très bientôt, Hugo, pour l'émission numéro 2. Je te Merci à remercie. toi. À bientôt. À bientôt.